Assainissez au violoncelle, c'est fait. C'est le running gag. Même chez toi, ça marche pas. Oui, c'est intuitif. Donc, quand vous faites tomber le petit au bout de 25 fois en doublant la taille, ça fait tomber un immeuble de 300 mètres de haut. Donc, on voit qu'il y a le petit premier pas. Je ne crois pas du tout. On a un problème de construction, j'adore. En tout cas, vous imaginez que 25 fois plus tard, ça fait tomber 300 mètres. Ouais, c'est marrant. Petite expérience de géométrie, de physique et de perspective, de petits pas qui font de grandes trajectoires. Merci beaucoup d'être là pour la 12e. Alors, il y a un problème d'exégèse dans l'équipe, on peut savoir si c'est la 12e ou la 13e fois qu'on se voit. On penche plus pour la 12e. En tout cas, on est avec Karine Safa ce soir. On est extrêmement content de vous voir. Ceci avec la grève qui a commencé avec un tout petit temps d'avance. Et finalement, ça fait partie aussi de l'histoire de ce soir, puisque la place de grève a animé notre histoire depuis la nuit des temps, à tel point qu'on en a fait un mot, la grève. Ce soir, on parle, dans Au pire ça marche, qui est l'émission de l'Institut des Futurs Souhaitables, d'un sujet qu'on aime beaucoup, qui nous touche profondément, la Renaissance. Mais avant tout, Léna, petit mot. Oui, bonsoir. Donc en fait, moi je vais vous présenter l'Institut des Futurs Souhaitables, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc en fait, on est une association à but non lucratif qui a été créée en 2011 par Mathieu Baudin et Jean-Luc Véraud, qui est quelque part dans la salle, voilà là. Et donc en fait, on promeut une prospective positive. Donc notre but, c'est d'aider les conspirateurs et conspiratrices positives à construire des futurs souhaitables. Donc en fait, on a plusieurs activités. Donc en fait, on fait des formations. On fait une absession qui dure environ 6 mois. On a des focus labs qui sont des sujets un peu plus courts avec des sujets très précis. Et on a déjà 800 personnes, un peu plus de 800 personnes qui ont participé à cette formation. J'en vois plusieurs ici qui font partie de notre communauté. Donc merci encore à eux d'être là ce soir. Et on fait de l'accompagnement d'entreprise et on fait aussi des événements grand public. Et donc, comme ce soir, pour un Au pire ça marche avec Karine Safa. Donc merci à vous d'être venus et puis bonne soirée. Merci beaucoup. Il y a un mot de plus sur la prospective prospective. C'est vraiment plus qu'un mot de plus. Prospective positive, on est bien conscient du monde tel qu'il est et tel qu'il pourrait devenir, surtout si on ne fait rien, mais on est aussi conscient du monde tel qu'on pourrait le transformer, surtout si on y contribue. Et c'est ça que veut dire cette énergie positive dans la prospective. En tout cas, Au pire ça marche, c'est le moment d'inspiration qu'on s'offre à nous-mêmes, à la communauté, au grand public. Et le principe, c'est toujours le même. Une personne inspirante, un sujet, la métamorphose du monde, et un échange avec la salle qui est remplie souvent, à chaque fois, de conspiratrices et de conspirateurs positifs. Conspirare, voulant dire en latin respirer avec, autant que fomenter. Ce soir, on parle d'un sujet, la Renaissance. On fait beaucoup d'analogies historiques en ce moment parce que comme on est perdu sur le devenir de notre humanité, on essaie de voir dans le rétroviseur s'il n'y a pas des fois des histoires qui pourraient nous raconter un petit peu ce qui pourrait advenir. Certains trouvent dans les années 30 des similitudes. D'autres trouvent dans la chute de l'Empire romain des similitudes, se rappelant que les barbares ont pris les autoroutes que les Romains avaient construites pour défoncer Rome. D'autres, encore, imaginent même que c'est une transformation d'un tel niveau que c'est le néolithique qu'il faudrait prendre en compte pour avoir une telle transformation dans notre histoire commune de l'humanité. Mais souvent, c'est la Renaissance qui sort dans nos discussions. Renaissance, moment magique s'il en est, en tout cas qui a été magnifié, on va voir. Et ce soir, on a une spécialiste de la Renaissance. On a quand même une sacrée chance à l'Institut des Futurs Souhaitables d'avoir trouvé une spécialiste de la Renaissance. C'est un peu toutes les questions que vous avez toujours voulu poser à quelqu'un qui pourrait répondre, en tout cas au point de vue de la Renaissance. Chercheur associé au CNRS, elle a publié un ouvrage de référence sur l'humanisme de la Renaissance, l'humanisme de Pic de la Mirandole, l'esprit en gloire de métamorphose dans la collection Philologie et Mercure. C'est dire déjà les choses, et puis
pipe de la Mirandole, on le dira dans les idées reçues, parce qu'on va vous proposer un petit exercice d'entrée. C'est peut-être le dernier humain reconnu comme ayant tout su de son temps. Et on verra si c'est une idée reçue. Ce soir, innovation et renaissance, c'est le sujet de travail de Karine Safar. En quoi la renaissance peut stimuler notre créativité, nous inspirer des pratiques innovantes et nous apporter des repères solides dans un monde qui, force est de constater, est en train de changer. Karine, tu fais dialoguer humanisme et renaissance avec notre monde numérique, en interrogeant entre autres les notions de progrès, de sens et de lien à l'ère digitale, le nôtre, et de l'hyper-connexion. On va vous proposer 3 temps. Dans ce moment, on finit à 22h, on compte à l'équipe heure. Premier temps, on va partir de ce que vous savez, ou vous pensez savoir sur la Renaissance. Et on va partir de ce qu'on sait tous, des histoires qu'on s'est racontées, légendaires ou pas. Et après, on a une spécialiste qui va nous dire si c'est de la légende, si c'est avéré, ou si c'est peut-être un fantasme. Deuxième temps, Karine, à partir de ce nuage finalement d'idées qu'on a sur la Renaissance, nous fera une acculturation. Ah, c'est quoi la Renaissance? Une époque, c'est une parenthèse, ça commence et ça se ferme. Même moi, quand j'ai fait l'exercice, j'étais pas clair sur quand ça commençait, j'étais certainement pas clair quand est-ce que ça terminait. Et puis, troisième temps, en quoi la Renaissance peut nous apprendre un certain nombre de choses, nous qui vivons à minima une zone de métamorphose bien plus qu'une multitude de crises. Et ça, on finira sur ce beau moment. Ça vous va? On va tester un autre truc. À chaque fois, on teste des trucs. Je vous le dis, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais au pire, ça marche. Vaut pour nous aussi. Le spectacle, il est certainement là. Il est certainement là. Il va aussi être là. Je vais vous distraire, peut-être, avec des images d'inspiration. Parce que la Renaissance, ça nous inspire. Ça inspire Karine, ça vous inspire pour être là le jour de grève. Ça inspire aussi des artistes. Et les artistes sont en train de créer des choses complètement incroyables. Et donc, on aura un certain nombre d'inspirations qui viendra de ce côté-là aussi. Ça va? On est bien? Voilà, c'est parti. Donc, la question est, quelles idées vous avez sur la Renaissance, qu'elles soient idées reçues, qu'elles soient idées partagées, quelles soient les idées que vous entendez par ailleurs sur le monde, qui parlent de la Renaissance. Et Eugénie, elle va les noter, pour que Karine, elle puisse rebondir dessus. Alors, à vous. Bonjour, et merci de répondre à nos questions. Pour moi, la Renaissance, ça a démarré en Italie, au Quattrocento, au XVe siècle, et après seulement, la France a eu du retard. Donc la Renaissance en France, c'est plutôt au XVIe siècle. Voilà, donc avec notamment les auteurs de la Pléiade qui ont un petit peu renouvelé le français, et puis aussi parce qu'ils sont inspirés beaucoup des voyages. Il y a des voyages de montagne notamment, on parle pas mal, enfin bon, voilà. Donc, voilà. Quoi? C'est surtout Eugénie comme déjà. Non, en fait, non, je vous dis pourquoi je sais ça. Parce que ma petite fille est en première, le programme c'est justement montagne. Et que du coup, à cause d'elle, j'ai été obligée de lire justement des passages de montagne. Voilà. Donc je redécouvre. Merci. Alors, on va jouer un jeu encore plus précis dans la règle, c'est une idée reçue, sinon Eugénie, là, je C'est l'imitation de l'Antiquité. C'est la Renaissance. C'est pourquoi Renaissance, et on revit l'époque grecque et romaine. On se réinspire de l'Antiquité. Déborah, après. Ouais. Alors, idée reçue, un âge d'or. C'est l'époque où on mutualise tous les champs. Moi, on est d'accord. Tous les champs de la connaissance sont mutualisés, les passerelles sont créées. On va encore jouer un peu différemment. En fait, on va respirer avant de parler. J'ai mieux pour vous écouter, ensuite pour Eugénie pour écrire ses lettres, parce qu'elle est en train encore à Madame Michel. La Karine vient de prendre elle-même ce stylo, donc on a deux l'espace-temps, on a un âge d'or pour l'interrogation. Mutualisation des champs. Oui, c'est ça, mutualisation des champs de connaissances. Ah bah si tu veux, ouais. Il y a une mutualisation des champs, une pluridisciplinarité. Voilà, c'est ça? Dit autrement. En fait, en un mot. Oui. J'essaie. Comme a dit le collègue. Ouais. Ok.
Allez, allez-y. Oui, donc mon idée reçue à moi, c'était qu'on passait d'un moment où tout était gouverné par la religion et à une période où l'homme émerge en tant qu'objet, de sujet. On essaie de s'organiser dans nos têtes. Humanisme. Oui. Humanisme, c'est ça Donc aussi. c'est l'avènement de l'humanisme. Ça va être difficile en un mot. Merci. Mais... Une volonté, MAX. volonté de compréhension et de représentation du réel, de la réalité. Une représentation de la réalité. Ok. Ça vient. Ne vous inquiétez pas, on a toute la soirée. Moi, je dirais dépasser le cadre et créativité. Créativité. Dépasser le cadre. Les femmes ont joué un rôle super. Ouais, t'as pas le micro. Non, mais je suis chez moi, excuse-moi. La redécouverte de la perspective dans la représentation graphique. Ah, j'adore. Ouais. Oui, c'est bon. Alors moi, j'ai la réponse est oui. C'était quoi la question? La redécouverte de la représentation, de la perspective dans la représentation graphique. Oui, la perspective. Ah, il y a des niveaux là. Tu vas. Attendez, tu me mets à côté de la créativité, dépasser le cadre, la perspective. Trop bien. Donc, on s'est organisé, d'accord? Eugénie, elle note tout ce que j'ai dit. Et on fait avec Delphine des petits archipels. Bon, allez-y, celui qui a le micro, il est là. Ouais, Olivier. La Renaissance n'était pas une construction a posteriori, une construction d'un récit qui magnifie une époque qui n'avait pas conscience d'elle-même. Tout à fait. Est-ce que tu peux dire ça? Merci, ben voilà, la conférence est finie. Ça vous a plu? Construction a posteriori du XVIe siècle. Et la question de récit aussi liée à ça. Allez, on est bien. Alors, c'est quand même la période des guerres de religion. Oui. Donc là, c'est le contexte. C'est la différence de la guerre de religion. Tout à fait. C'est une vision très européenne. Ok, donc là, c'est l'espace-temps. C'est la France, vision européenne. Ouais. La chasse aux sorcières. Ouais, c'était pas au Moyen-Âge? Non. C'était au Oh, Moyen-Âge. on a des idées qu'on a. Idée reçue, chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières. On peut faire une catégorie chasse aux sorcières, ça ne me dérange pas. Une période de grande violence, en dépit des images magnifiques qu'on garde grâce aux artistes. À côté des guerres de religion, violence versus beauté. Ça va? Ça te va d'ailleurs. Vous voyez tout le monde. Super. Une période de rupture technique aussi. De rupture technique. Technologique. Ouais. Ah non, pardon, c'est toi qui dis ça, c'est pas l'autorité. Tu regardes la tête du client? Je sais. Parce que c'est pour ça. Si j'avais dit ça, il aurait dit. Super, rupture technique. Il y a des gens ici aussi. Hein. Voilà. Pas parce que j'ai des micros. C'est bien, ouais. La découverte des nouveaux mondes. Alors, La découverte de nouveaux mondes. découverte, c'est un truc spatial. Spatialité. Il y en a qui ont lu Magellan il n'y a pas très longtemps, en fait. C'est bien la topographie de notre espace. C'est un peu dépassé le cadre. Allez, on est bien. Alors je rajouterais briller pour les gouverner tous. Kamehameha. C'est pas le Seigneur des Anneaux plutôt? Alors, on va jouer un autre jeu, on va préciser la méthode. Maintenant, quand vous avez des idées qui vont à côté de ces idées, en complémentarité, eh bien, vous levez la main, on vous donne, comme ça on va écrire au même moment de l'archipel. Ça marche?
Oui, Eugénie, elle a une idée. Léonard Vinci, François Ier, Château de la Loire. Léonard Vinci, François Ier, Château de la Loire. Ça c'est la problématique. Donc Léonard de Vinci, François Ier et Patrick Château de la Loire. Je triche avec les règles. Vraie naissance du capitalisme. La vraie naissance. Il y a une fausse naissance. Il y a une fausse couche. Celle qu'on attribue au 19e. Ah oui, d'accord. Naissance du capitalisme alors. Alors, la naissance du capitalisme. Alors attention, c'est encore un échelon. Hein. C'est une. Alors. Ah ouais, repris. Ambroise Paré, la médecine, mais je ne suis pas tout à fait sûre, je pense. Ambroise Paré, le personnage qui écrit de la Renaissance. Je rebondis, il y avait l'invention de la banque. Ouais, du capitalisme. L'invention de la banque. Et je rebondis sur Ambroise Paré, c'est l'esprit scientifique qui advient. Alors, ok, il y a beaucoup de choses là. Donc il y a la banque qui met à côté du capitalisme avant ou après. Il y a Ambroise Paré qui, lui, fait apparaître, oui, un des porteurs de la science. Entre les deux. Il y a aussi une définition négative qui est la Renaissance, ce qui n'est pas le Moyen-Âge. La Renaissance n'est pas le Moyen-Âge. Ce qui vient après le Moyen-Âge, donc c'est une définition négative en opposition au Moyen-Âge. Ok, donc là c'est dans la spatialité. J'avais un truc France, ça c'est la temporalité. Allez-y dans ce coin-là, gardez-le. Grande découverte et changement de perspective géographique. Je crois qu'on l'a déjà dit. Découverte, on a dit ça? Géographique. Nouveau monde. Nouveau monde, il me semble. Pic de connaissances. Bonjour. Pic de connaissances. Une explosion des connaissances. Ok. Explosion des connaissances, ça c'est avec. Ouais, ça va bien avec la science. Tu l'as dit, explosion des connaissances. Alors, ouverture au cosmos avec Copernic, Galilée, donc on est plus dans l'héliocentrisme plutôt que la Terre au centre de l'univers. C'est le Soleil, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. On sort de l'anthropocentrisme, en tout cas de la Terre comme au centre de l'univers. Qui voulait? Alors, qui n'a pas parlé? Il y en a qui ont parlé déjà 27 fois. C'est Médicis qui permettait de mécènes qui ont tant permis de recherche et de choses qui ont accouché. Médicis. Médicis comme ayant incubé la Renaissance. Allez. Moi, une notion, c'est le nombre d'or. Mais le nombre d'or, une question chelou. Ça va pas faire plaisir à Imhotep, ce que je sais. Je suis plus sûre, mais dans les ruptures techniques, il n'y a pas l'imprimerie. L'imprimerie, à côté des ruptures techniques. Combien t'en veux encore? Oh, on va tout prendre. On va en faire un livre de toute façon. Alors moi, c'est pour le spatio-temporel, c'est que, d'après ce que j'ai compris, il se passe un truc extraordinaire dans un périmètre Christ, Florence et je ne sais pas quel est le troisième, San Gimignano ou Vérone peut-être. Et que là, c'est un peu comme Jésus à Jérusalem, il se passe un truc extraordinaire dans un tout petit espace. Je dégèle, dis non. Ça va fâcher Rome et Venise. Il se passe des trucs. Pour moi, déconnexion avec la nature, pour la première fois aussi. Déconnexion avec la nature, de l'homme et de la nature. Ça, c'est pas. Déconnexion avec la nature. Ouverture des fenêtres, on laisse passer la lumière dans les châteaux. Ah, là c'est la lumière physique, c'est pas la philosophie des lumières qui arrive. Non, mais... Ça marche. Donc c'est comme les perspectives, ça ouvre la lumière. Je ne sais pas si ça rentre dans une catégorie. Le fait que c'est une période paradoxale. Par exemple, divin et monarchie qui restent en place, mais l'humanisme en même temps. Enfin, de notre point de vue d'aujourd'hui. Paradoxe. Comment on crée cette
Vous avez dit divin et monarchique et humanisme en même temps. Ah oui, ok. Oui, tout à fait. Ça s'appelle paradoxe. Redécouverte de savoir venant d'Orient. Il y a quand même un changement entre le Moyen-Âge et la période d'obscurité. Redécouverte des savoirs venant d'Orient. Non, mais par rapport à notre vision à nous. Par rapport à notre vision. Oui, voilà, par rapport à notre vision. Et relecture des anciens, des philosophes de l'Antiquité, gréco-romaine notamment. En sérieux, là, vous en avez pas assez pour y aller, non? Sentiment de sortir de l'obscurantisme. Sentiment de sortir d'une période d'obscurantisme. On va pas répondre à tout, ne vous inquiétez pas. Dans le qui est qui, il manque quand même Erasme. Erasme, pour le qui est qui. Ouais, le voyagiste en Europe là, qui fait faire des débuts à tout le monde, c'est pas ça. Un million d'enfants en Europe grâce à Erasmus. Mathieu. Oui. Ah, Mathieu, c'est moi qui. C'est Lagardère qui va. Les initiatives, elles sont faites au nom de la raison et contre le dogme, par opposition au dogme de l'époque. La raison, on va la mettre. Pas loin de la science. Ce serait bien de mettre la raison pas loin de la science. Je pense qu'elle pense. Moi, je pense à Rabelais, l'éducation de Pantagruel, Gargantua, le fait qu'il doit apprendre à la fois les lettres, l'honneur et les forces d'armes. C'est une éducation humaniste complète. Intégrative et complète. C'est encore moi, pardon. Je rebondis sur le milieu, voyage, découverte de nouveaux mondes. Du coup, ça implique forcément un ethnocentrisme dans la vision qu'on a de la Renaissance, c'est-à-dire juste l'Occident et l'Europe. Ok, à côté de l'ouverture au cosmos, il y a une des réponses pour vérifier ce que vous venez de dire ou pas. Un ethnocentrisme. Dans la vision qu'on a de la Renaissance, il y a un ethnocentrisme parce que là, on parle du point de vue occidental européen. Bon. La source est aride. Je dirais aussi curiosité sans limite. Ah, curiosité sans limite. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que vous avez pas le droit de vous connecter sur Wikipédia. Hein, et à un moment, il faut juste arrêter, qu'on puisse passer à la deuxième phase de la soirée. Ouverture sans limite. Moi, je dirais limite sans limite. On est bien? C'était les grandes épidémies aussi. Les grandes épidémies, c'est bien de finir sur ça. Les grandes épidémies, c'est dans le texte. C'est pas connaissance. Ouais. Peut-être le chapitre 100. Alors, on est bien? Personnage. On pouvait regarder des Ouais. Alors, deuxième phase test de notre processus, est-ce que
notre intervenante connaît tellement de réponses, comment elle va organiser ce partage de connaissances. Alors, moi ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose de l'art de la géographie. Où est-ce que ça naît? Des personnages qui la composent, quelque chose autour de la construction du récit, de l'émancipation par rapport à une doxa peut-être, une question économique, une question par exemple de déplacement de la pensée, de la topographie quasi, de la géographie spécifique qu'on avait du monde. Il y a quelque chose qui à la fois se fissure, qui laisse passer. Et puis, il y a une éducation humanisme, il y a un humanisme d'ailleurs, avec une redécouverte de l'antique, peut-être de l'allemand. Et après, il y a plein de questions un peu étranges. Voilà, avec un bruit étrange. Alors, par où tu commences? Pour pouvoir m'organiser, tu me donnes combien de temps à peu près pour répondre à ces questions, sachant combien de temps déjà. Pardon? 2 semaines. Rien que ça, écoutez, c'est super. C'est super. Quand on voit tout ce foisonnement de questions, on est pris de vertige. Mais vous me direz que ça tombe bien parce que la Renaissance est un temps de vertige, donc on y reviendra tout à l'heure. Et je découvre en tout cas que la communauté de l'Institut des Futurs Souhaitables est une communauté de savants. Donc il n'y a pas tant de préjugés que, voilà, de véritables questionnements, des remarques très très justes, ce qui fait qu'on pourra rentrer chez nous peut-être plus tôt que prévu finalement. Tout est juste. Enfin, il y a beaucoup de remarques très très pertinentes en tout cas. Alors moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous parler dans un premier temps en toute liberté de ce qui a motivé mon travail, ce travail de recherche. Et en cours de route, j'essaierai de récupérer certaines de vos interrogations. Voilà. Et alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, j'ai fait une thèse de doctorat à la Sorbonne sur l'humanisme de la Renaissance, qui, comme le rappelait Mathieu, donc, a été publié. Puis j'ai pris un autre parcours finalement. J'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai travaillé en tant que journaliste, j'ai travaillé dans l'édition. Et puis il y a 4-5 ans seulement, je suis revenue à mes premières amours et j'ai décidé de revenir à la Renaissance avec cette conviction que cette période du passé avait des outils à nous apporter aujourd'hui, qu'elle pouvait justement stimuler notre créativité, nous inspirer des pratiques innovantes. Et bien au-delà, j'ai constaté que la Renaissance pouvait nous aider à nous réapproprier cette idée de progrès qui est en crise aujourd'hui, qui est mise à mal, c'est un lieu commun de le dire, et de réinvestir nos utopies de manière positive, alors que voilà, nos contemporains ont un rapport mortifère à l'utopie, ce qui est bien dommage. Vous êtes bien placé ici pour le savoir. Alors oui, effectivement, le berceau de la Renaissance, c'est l'Italie. C'est vrai qu'il y a un temps de décalage entre le déploiement de la Renaissance en France et en Italie. Ce qui est intéressant dans cette période de l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup d'analogies avec le propre temps que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce qui fonde quelque part la légitimité de ma démarche, quelque part, parce qu'il y a énormément de similitudes. C'est un temps de crise. C'est un temps de crise, comme certains d'entre vous l'ont dit. C'est une période de transition, c'est une période de rupture, c'est une période qui n'est pas dénuée de violence, bien entendu, les guerres de religion, la peste noire avec la Renaissance a dévasté plus du tiers de la population européenne. Et c'est très intéressant de constater que les hommes de ce temps-là, qui ont été confrontés à un temps de très grande incertitude, y ont répondu non pas en se crispant sur leur crise, mais en libérant leur puissance d'imagination, en libérant justement leur capacité à se métamorphoser, à se transformer, à inventer de nouveaux mondes finalement, à aller de l'avant. Cette capacité à aller de l'avant avec foi, avec confiance, à se projeter. Et je pense que ça c'est très important pour nous aujourd'hui. Ils ont quelque chose à nous dire, ils nous ont laissé des choses très précieuses qui peuvent continuer à irriguer notre pensée, à nous inspirer des programmes d'action. Parce que comme j'aurai l'occasion de le redire sans doute tout à l'heure, l'humanisme, pour moi, c'est un programme d'action et c'est le plus moderne des programmes d'action, bien au-delà de tous les préjugés qu'on peut en avoir. Donc, période de crise à tous les niveaux, même économique. Vous parlez des banques, eh bien, la Renaissance démarre avec l'effondrement des deux plus grandes banques italiennes, Bardi et Peruzzi, qui ont entraîné dans leur sillage de très nombreuses entreprises. C'est le temps des premières révoltes sociales. La population commence à se révolter contre des conditions de vie misérables. Il y a d'ailleurs le peuple des maigres
qu'on oppose au peuple des gras, et que les scribes, effectivement, ne seront pas en reste, eux qui verront d'un très mauvais œil l'arrivée de l'imprimerie, puisqu'ils craignaient pour leur emploi. Et au-delà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une crise morale, intellectuelle, religieuse, effectivement, très profonde à la Renaissance. Sous l'impulsion justement des découvertes astronomiques et d'émergence de l'univers infini, eh bien l'homme va voir toutes les bases de ses croyances basculer. Effectivement, il vivait dans un monde clos, dans un monde géocentrique qui était tout à fait confortable. Quelque part, il vivait dans un cocon. L'homme était au centre du monde et il avait prise finalement sur ce monde comme totalité, ou du moins il pensait avoir prise sur ce monde. Et finalement, avec l'émergence de l'univers infini, il y a une sorte de basculement. Il se retrouve dans le vide, finalement. Il vit une crise du centre. Il n'est chez lui nulle part. Il est complètement perdu, décentré. Et ce que je trouve tout à fait fascinant, c'est que toutes ces crises que je viens de vous énoncer, eh bien, elles ont été un point d'appui justement pour l'homme de la Renaissance, pour aller de l'avant, pour créer, pour innover, avec cette foi en l'homme et en sa capacité à transformer le monde pour le meilleur. Voilà ce que je pourrais dire comme point de départ. Sinon, il y a énormément de choses sur... Alors, est-ce que les hommes de la Renaissance étaient conscients? C'est vrai qu'il y a tout un récit, que le terme de Renaissance n'apparaît qu'au XIXe siècle, sous la plume de Jacob Burckhardt, me semble-t-il. Mais cela dit, ce n'est pas parce que le mot n'existait peut-être pas à l'époque qu'ils n'étaient pas conscients d'être les acteurs d'une révolution tout à fait majeure. Il y a énormément de témoignages de l'époque qui nous donnent à penser qu'ils étaient tout à fait conscients que voilà, ils étaient en train de révolutionner le monde. Et c'est vrai que finalement, qu'est-ce qu'on découvre en fait à la Renaissance? On découvre l'homme en fait. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu de Renaissance s'il n'y avait pas eu cette invention, et je pèse mes mots, cette invention de l'homme, cet émerveillement face à l'homme, face à sa capacité. Et donc, dans un certain sens, oui, on s'éloigne du Moyen-Âge, où quelque part l'homme est encore au service de Dieu, et on est encore prisonnier de la vision aristotélicienne qui voit dans la théologie la reine des sciences. Hein. Et là, finalement, effectivement, on se libère de ce carcan. L'homme s'affirme dans sa rationalité naissante et il s'éprouve comme être libre, finalement, capable de façonner le monde dans lequel il vit. Peut-être sans doute déjà à son image. Hein. Il faut bien voir que les germes de notre modernité aujourd'hui sont à la Renaissance. Pour le mieux et pour le pire d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant et passionnant à cette époque, et c'est en cela qu'elle nous interpelle au cœur même de nos vies aujourd'hui. C'est que c'est une période complexe, faite de lumière et d'obscurité. C'est une période éminemment paradoxale, et c'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est fascinant. Elle parle de l'homme et du monde dans toute leur complexité, dans la diversité de leurs facettes. Alors, émergence du rationalisme, oui et non. Oui et non, ce n'est pas le siècle des Lumières. Il ne faut pas oublier que c'est vrai qu'on a cette approche rationnelle et analytique, mais en même temps, elle est équilibrée par ce déploiement sans précédent de l'imagination. S'il y a une période qui a vécu pour l'imagination, c'est bien la Renaissance. Et c'est ça qui m'interpelle énormément. Là aussi, on a le déploiement des facultés de l'homme dans toute leur complexité, alors que le siècle des Lumières, c'est le siècle de la raison, avec une très grande arrogance, finalement, de la raison et du rationalisme technique dont nous vivons aujourd'hui, avec toutes les dérives que nous connaissons. Et un équilibre des facultés tout à fait intéressant. Voilà. Alors, il y avait énormément de... Quand est-ce que ça a été? Il y a un moment précis, c'est cette chute, cette dent qui marque la date même au jour près, où il y a une période, il y a un début de siècle, une fin de siècle. Bon, là les philosophes et les historiens ne sont pas d'accord en fait. Donc dater le début d'une période historique, il y a toujours un parti pris. Mais moi j'aurais tendance à dire que la Renaissance démarre avec cette émergence de l'univers infini quelque part.
qui commence assez tôt, d'ailleurs avec un Nicolas de Cuse, un auteur du Moyen-Âge finissant, le début de la Renaissance, et qu'il avait quand même perçu dans son œuvre. Il ne parle pas encore de l'univers infini, mais d'un univers indéfini qui ne peut pas avoir de limite, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, en fait. Donc voilà, le modèle géocentrique commence déjà à se fissurer assez tôt. On commence à rentrer justement dans une complexité, et l'homme commence à comprendre que ce monde dont il pensait avoir la maîtrise est en train de l'échapper. Le monde est en train de l'échapper. D'où les lignes de fuite aussi dans les tableaux, le point de vue qui s'ouvre sur le point de fuite qui va à l'infini. C'est un petit peu le monde qui l'échappe finalement. D'où cette culture d'ailleurs du labyrinthe à la Renaissance. C'est tout à fait intéressant. Ce n'est pas par hasard que les jardins de la Renaissance prennent la forme de labyrinthe. Alors ce qui est très intéressant à la Renaissance, et c'est très moderne, on est très loin de la conception classique du labyrinthe, dans le sens où on ne rentre pas dans un labyrinthe pour en sortir, mais on rentre dans un labyrinthe pour l'habiter. Pourquoi ? Parce que le labyrinthe est à l'image de la complexité du monde, finalement. Et donc on est très proche de la notion de rhizome, justement, chez Gilles Deleuze. On est dans cette structure qui n'a pas de dedans, qui n'a pas dehors, qui n'a pas de périphérie, qui n'a pas de centre. Donc on est dans un réseau de complexité où tous les liens sont interdépendants entre eux et où on explore, on avance par tâtonnement, par erreur, par découverte, par succès, par échec, peu importe. Mais voilà, on découvre, on va de l'avant, on se perd. Il y a cette culture de l'errance créatrice aussi qui est tout à fait fascinante et qu'on retrouve chez Kepler, par exemple. L'errance créatrice. Kepler qui dira au sujet d'ailleurs des voyages de Christophe Colomb que ce qu'il préférait dans le récit des voyages de Christophe Colomb, c'était le récit de l'égarement en fait. Donc là il y a quelque chose qui devrait nous interpeller et que nous avons tendance à perdre de vue, nous qui savons si facilement libérer nos peurs. Aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il y a quelque chose à se réapproprier, cette errance créatrice, cette capacité extraordinaire à apprivoiser l'imprévisible, l'incertitude. Voilà. Ne demande jamais ton chemin, tu risquerais de ne pas te perdre. Sur quoi d'autre pourrais-je rebondir ? Il y a tellement de choses. Est-ce que dans l'ordre des personnages cités, il y en a un qui peut-être impulse l'autre, qui peut-être relance, magnifie, que sais-je, et puis l'apothéose, je dirais Rabelais pour son humour, pour son ironie mordante. J'aime bien le fait que la Renaissance ne se prenne pas trop au sérieux, finalement. Il n'était pas que ça, parce que la 9e porte, c'est un petit essai alchimique de très haut vol, quand même. Parce qu'il a écrit. Il avait un message cryptique dans son humour, c'était pour ne pas se faire flageller par le dogme. Oui, je ne connais pas cette œuvre à laquelle tu fais allusion, Mathieu, mais c'est vrai que l'alchimie, en fait, est quelque chose de très prégnant à la Renaissance, et c'est quelque chose que nous avons intérêt à découvrir, à redécouvrir. Pourquoi ? Parce que je rebondis sur une remarque très intéressante. Je ne sais pas qui avait dit que la Renaissance était la déconnexion avec la nature. Eh bien, je pense que c'est vraiment tout l'inverse, en fait. Et ça, les alchimistes nous le montrent. L'alchimiste, le mage, est celui qui connaît les réseaux d'influence. Justement, par ses plans pratiques et observations de la nature, il en connaît le fonctionnement. Il connaît les analogies profondes qu'il y a entre l'homme et la nature, les correspondances, cette fameuse analogie entre le microcosme et le macrocosme. Et donc, oui, le mage est celui qui est capable de mettre en lumière ces liens cachés. Donc, je ne pense pas du tout, au contraire, il y a une conscience cosmique très forte à la Renaissance, ce que nous enseignent en fait les alchimistes. Et je pense qu'il faut urgemment redevenir alchimiste aujourd'hui, redécouvrir cette culture du lien. Mais je reviens, excuse-moi Mathieu, sur cette notion de paradoxe. Donc nous avons cette relation quasi charnelle avec la nature, cette connivence profonde entre l'homme et son environnement, l'homme qui ne fait pas sens en tant qu'il est déconnecté de la nature. Il ne fait pas sens, l'homme, encore à la Renaissance, en tant qu'il est déconnecté, mais en même temps, eh bien, la nature, on le voit avec Francis Bacon, devient un objet
d'observation, d'imitation et de transformation. Et peut-être que l'une des plus grandes innovations de la Renaissance est là, dans la volonté de vouloir transgresser l'ordre naturel. Parce que l'ordre de la nature, c'est celui qui a été créé par Dieu finalement. Et voilà, comme on le voit dans certaines utopies, le fait de vouloir créer des espèces nouvelles, c'est les germes du transhumanisme. Il y a quelque chose de tout à fait transgressif et nouveau qui se met en place. Donc oui, la Renaissance porte en elle les germes de notre modernité dans ce qu'elle a de meilleur et de pire. Et encore une fois, c'est en cela qu'elle nous interpelle. J'ai une gourmandise particulière sur l'alchimie. C'est pas la Renaissance que l'alchimie sort, c'est le produit, la quintessence du Moyen-Âge qui en filigrane se passe un certain nombre de secrets, en tout cas d'expériences, là encore pour ne pas se faire flageller par le dogme. Et même le nombre d'or, je le rebondis dessus, lui-même étant une vieille histoire que les Grecs avaient découvert. Et puis vous savez que quand Napoléon va en Égypte, tous nos éminents érudits sont assez perturbés parce qu'ils pensaient que le nombre d'or c'était fait des Grecs. Et là on voit qu'Imhotep, avec des milliers d'années d'écart, avait déjà le savoir du nombre d'or, et donc c'est un savoir bien plus ancien. Au départ à la Renaissance, peut-être qu'il est magnifié, en tout cas on le retrouve. En tout cas, c'est pas un produit de la Renaissance, ça je le sens. Et l'alchimie n'est pas un produit de la Renaissance. Non, il y a une sorte d'apothéose à la Renaissance qui peut interpeller. Comment on le sait qu'il y a une apothéose? Ils sortent du laboratoire, vous savez, c'est le labeur d'un côté et l'oratoire de l'autre, et souvent on reste au labeur et jamais on en parle. À ce moment-là, ils en parlent ou pas? Ils en parlent, c'est-à-dire si on prend que l'exemple de Paracelse, qui est un médecin et un alchimiste très réputé, eh bien, justement, en ayant cette connaissance très fine de ces réseaux d'influence dans la nature, il va essayer de s'en servir pour guérir les malades. Donc, vous savez que la théorie des signatures avait été remise à l'honneur. Et la théorie des signatures, c'est quoi? C'est justement observer dans la nature des éléments ayant la même forme que les organes en fait, humains pour les soigner. Et c'est pour cette raison, par exemple, qu'on utilisait la noix, qui a la forme du cerveau humain, pour soigner des troubles neurologiques. On utilisait aussi une plante nommée la pulmonaire pour guérir des troubles respiratoires. Il y avait énormément d'analogies de cet ordre qui aujourd'hui peuvent peut-être prêter à souhaiter. En tout cas, on peut dire que oui, c'est le point de départ de l'homéopathie, en tout cas. Dans le palais de la Seigneurie à Florence, il y a un cabinet secret que vous pouvez visiter si vous prenez la visite des passages secrets de la Seigneurie. Ce que je vous invite, c'est une petite visite particulière où on voit le cabinet d'alchimie d'un des Médicis. Oui, mais ce qu'il est très important de préciser aussi avec l'alchimie, comment dire, c'est qu'il y a un projet de restauration du monde au-delà de la quête de la pierre philosophale. En fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de réparer le monde. Et Paracelse nous dit cette chose tout à fait intéressante, c'est que si le monde est malade, en fait, l'homme ne peut être que malade. Et que donc voilà, pour soigner l'homme, il faut déjà s'occuper de la nature. Il faut déjà réparer la nature. Et c'était un petit peu ça la quête finalement de la pierre philosophale. C'est dévoiler cet esprit qui se trouve finalement dans la plus humble des matières, jusqu'à la pierre même, on pensait qu'elle était habitée par l'esprit. Et je trouve ça quand même très très bien. Il y a quelque chose à redécouvrir, certainement. Alors, les redécouvertes, il y en a eu, notamment celle de l'antique. Qu'est-ce que ça a profondément changé de redécouvrir des anciens qu'on savait existants, parce qu'on avait bien des ruines, et dont on n'avait plus trace de la pensée, parce qu'elle avait été perdue dans les nuits. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a cette réappropriation d'un héritage, en fait, de pensée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une rencontre. Je dis tout le temps que la Renaissance, l'humanisme est fait de greffe, il est fait de translation, justement. Donc il y a toute une réinterprétation des penseurs antiques à la lumière, finalement, de cette culture nouvelle apportée par le christianisme, finalement. Et donc, quelque part, un Platon, par exemple, à travers l'œuvre de Marcille Ficin, va constituer une forme de matrice pour mieux comprendre le christianisme. C'est tout à fait fascinant. La Renaissance est faite de ces greffes. Un jour, la Renaissance est juive, un jour, elle est musulmane, un jour, elle est païenne. C'est tout à fait fascinant, en fait. Et je ne pense pas que les avancées de la Renaissance aurait été possible sans cette réappropriation du passé. Et d'ailleurs, la Renaissance est tout aussi grecque que romaine. Enfin, les architectes
de l'époque se sont vraiment énormément inspirés par les techniques des anciens, en fait. Et donc ça a été une très grande source d'inspiration pour eux, effectivement. Ce à quoi on assiste, sans vouloir être trop technique, à la Renaissance. Et ça a irrigué jusqu'à l'art, finalement. Quelqu'un disait qu'il y a une union exceptionnelle des savoirs, et c'est vrai. La philosophie n'était pas cantonnée à un cercle de philosophes, elle irriguait mais la façon de construire le monde, la façon de peindre. Et donc, je parlais du néoplatonisme, en fait. Eh bien, le néoplatonisme, pour en parler très simplement, qui restitue en fait la pensée de Plotin, cet auteur mystique, oui, du IIIe siècle, eh bien, le néoplatonisme, comment dire, conçoit une continuité sans faille, en fait, entre Dieu, entre le monde et la vie. Et donc, finalement, il y a une sorte de spiritualité qui circule. Il n'y a pas de rupture entre tous ces ordres. Et voilà, ce néoplatonisme est très prégnant et il a irrigué de façon tout à fait remarquable l'œuvre d'un Michel-Ange, par exemple, qui s'en réclamait et qui en a été très très inspiré. Donc, voilà. Même si on s'inspire des séphirotes juives, de la Gematria, que sais-je encore, c'est un phénomène occidental, ou alors en Chine, dans cet empire qui a à l'époque déjà 4700 ans d'âge, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'effervescence, d'un changement de perspective. Oui, c'est vrai que l'humanisme est né en Occident et qu'on pourrait lui reprocher d'avoir une vision un petit peu ethnocentrée du monde, mais en même temps, tu t'en souviens, j'en parlais dans la table ronde là récemment, Mathieu, il y a un multiculturalisme, un pluralisme qui est porté par la Renaissance. Donc cette curiosité des autres peuples, en fait, au XVIe siècle, l'Europe, eh bien, elle va s'ouvrir à d'autres espaces, à l'Afrique, à l'Asie, à l'Amérique. Il va y avoir des échanges économiques, technologiques, culturels. Donc voilà, il y a cette circularité des savoirs tout à fait intéressante. Et donc oui, un pluralisme auquel il faudrait être tout à fait attentif. Michel de Montaigne qui nous disait qu'il fallait ensauvager nos vies. Donc quelque part, ces nouvelles peuplades qu'on découvrait et qu'on appelait les sauvages, elles avaient peut-être quelque chose à nous apporter. Ce que nous appelons la civilisation, eh bien, elle pêche peut-être par certains excès. D'où sa fameuse formule qui donne à penser, qui est tout à fait passionnante. Donc la nécessité de s'ouvrir à d'autres mondes pour ne pas se figer sur soi. Et on retrouve ça d'ailleurs dans l'Utopia de Thomas More. C'est fascinant parce que ce qu'on peut reprocher de manière générale aux utopies, et notamment aux utopies de la Renaissance, c'est qu'elles peuvent se présenter comme des systèmes fermés, parfaits, qui peuvent être perçus donc à ce titre comme l'antichambre des pires totalitarismes. Et ce qui me fascine dans l'Utopia de Thomas More, c'est que peut-être qu'il nous présente un modèle, ce n'est même pas sûr, mais en même temps, il nous dit qu'il faut laisser nos frontières ouvertes et s'ouvrir absolument aux autres peuples. L'Utopia de Thomas More, c'est une expérience de l'altérité, en fait. Parce que pour lui, un peuple qui se replie sur lui-même est un peuple mort. C'est quand même très fort ce qu'il nous dit là. Et voilà, la nécessité aussi, un peu comme vous le faites, de nourrir en permanence sa pensée critique. Donc se cultiver en permanence, cette expérience de l'altérité, ne pas se replier, se figer sur son identité. Une idée reçue peut-être ou pas, Marco Polo, il est allé en Chine ou pas? Alors là, parce que vraiment, j'ai encore vu des polémiques sur le truc, il aurait loupé quand même des grosses villes. C'est étonnant que sur son parcours, il n'en ait pas parlé. Et il s'est dit qu'il se serait peut-être arrêté, voire même juste à Istanbul, il aurait écouté les récits pour les restituer après en bon marketeur qui s'appelait. Donc, on a des infos sur ça ou pas? Alors là, c'est une colle. Même les spécialistes ne savent pas. Je sais bien. Vraiment. Désolée de vous décevoir. Les histoires sont remarquables. Mais il y a tellement de choses passionnantes qui ont été dites que je continue à regarder mes petites notes, la naissance du capitalisme, peut-être. Ouais. Alors, les Romains, ils n'étaient pas de capitalisme, ils faisaient du bénévolat. Non, mais dans le sens moderne.
c'est vrai que c'est la naissance de l'industrie financière mondiale, internationale. C'est vrai que c'est la naissance aussi des premiers produits financiers complexes. C'est le déploiement à grande échelle des crédits à intérêt. C'est évidemment les grandes banques médicéennes. Mais en même temps, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que malgré cette naissance du capitalisme, entre guillemets, il y avait une forme de défiance à l'égard de l'argent. Paradoxalement, hein, il y a une forme de défiance à l'égard de l'argent. Pourquoi ? Parce que les esprits de l'époque sont encore façonnés justement par Aristote. Vous connaissez en fait les deux usages qui distinguaient de l'argent. L'argent pris comme moyen de subvenir à des besoins naturels et l'argent pris comme fin. L'argent qui produit de l'argent. Donc cet usage quasi contre nature et incestueux de l'argent. Et voilà. Alors Aristote distinguait la puissance de l'acte. Pour que les choses existent, en fait, elles doivent passer de la puissance à l'acte. Et justement, l'argent qui est utilisé contre nature, eh bien, il demeure dans la puissance. Il n'y a pas ce passage à l'acte, il n'y a pas ce passage à la réalité. Et on ne peut qu'admirer au passage cette modernité d'Aristote qui semble toucher du doigt les excès de la finance mondiale folle, complètement déconnectée du réel et qui peut gripper l'ensemble du système économique mondial. Donc les esprits de la Renaissance sont très imprégnés par Aristote. Et puis il y a aussi un conflit terrible entre le monde de la religion et le monde des affaires, sachant que l'usure est encore condamnée par l'Église. Et justement, cette culpabilité avait motivé le mécénat, puisque le fait d'investir finalement son argent dans le beau, dans des œuvres d'art, c'était quelque part soulager sa conscience, certainement, et puis, bon, purifier un petit peu cet argent quelque part. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la chapelle Scrovegni, à Padoue, me semble-t-il, si je ne dis pas de grosses bêtises. Eh bien, Scrovegni père, était un usurier que Dante avait conduit tout droit en enfer, évidemment. Et cette chapelle, Scrovegni, elle a été commandée par son fils, c'est très touchant, pour le salut de l'âme de son père. Et donc, il avait commandé à Giotto 40 fresques vraiment sublimes. Et l'une de ces fresques représente le père Scrovegni à côté du Christ, je pense. Enfin, vraiment, il était parvenu au royaume de Dieu. Et, ça a quelque chose de touchant, finalement. Et c'est ça que je voulais dire avec ce capitalisme de naissance, c'est ça que nous avons tendance à perdre de vue aujourd'hui. Il y a cette fascination pour l'argent, c'est sûr. On n'est pas naïf, on sait ce que l'argent apporte comme pouvoir, le fait de forcer peut-être les hiérarchies, le fait de s'ouvrir à l'éducation, mais en même temps, c'est ça qui est très beau et qu'on a perdu de vue, me semble-t-il, il y a l'inquiétude. L'inquiétude. Il y a, non, pas la quiétude, tout à fait l'inverse, l'inquiétude. Encore une fois, au cœur du paradoxe, justement, au cœur de cette complexité. Le patriarche Médicis, lui aussi c'était un usurier, c'était un banquier. Oui. Et toute sa lignée a fait tout pour ne pas oublier d'où il venait, mais en tout cas à la fin ils sont tous des banquiers. Ils sont certainement des papes, ils sont certainement des ducs, ils sont certainement des capitaines de bataillons et de d'armées. Mais aussi ce rapport à l'argent quand même, qui nous dit que les Médicis ont occupé la Renaissance parce qu'ils en avaient les moyens. Ça a été aussi un moyen peut-être de s'inscrire dans un autre temps que celui de l'argent. Parce que vraiment c'est eux qui ont lancé la Renaissance, où on peut dire un Sforza qui a fait sa part, comme on dirait. En tout cas, on peut dire qu'ils ont donné à la Renaissance une puissance financière, ça c'est sûr. Et puis il ne faut pas oublier que ces premiers banquiers étaient aussi des humanistes, quelque part. Ils avaient des activités philanthropiques très, très nombreuses. Ils ont pris sous leur aile les artistes, les sculpteurs, les peintres. Que, voilà, sans cette puissance de l'argent, finalement, aujourd'hui, nous n'aurions pas toutes ces traces remarquables. Et donc, oui, ils ont effectivement joué un rôle de tout premier plan. Mais voilà, il y a l'art, il y a la beauté, il y a aussi la violence et la réelle politique. Parce que, comme le dit très bien Machiavel, la première tâche du prince, c'est de savoir se maintenir au pouvoir. Et pour se maintenir au pouvoir, eh bien, il est tout à fait de bonne aloi, quand il le faut, eh bien, de faire preuve d'audace, d'ambition et de violence. Est-ce que la Renaissance, c'est un sas pour les Lumières qui arriveront après ? C'est une bonne question.
un sas, c'est-à-dire dans le sens où la Renaissance aurait préparé. Ça a été la base de lancement pour arriver à ce qu'on va avoir, finalement, la philosophie moderne qui va briller un peu, être lumineuse un peu partout. Oui, hélas, pourrait-on dire. Hélas, dans le sens où la lumière n'est pas le siècle des Lumières n'est pas sans excès, justement. C'est le rationalisme technique poussé à l'excès. Et justement, comme je le disais, à la Renaissance, on n'en est pas encore là. On en a les prémices, mais heureusement que l'imagination a fait son œuvre humaniste, on va dire, quelque part. Mais c'est vrai que le terrain a été préparé par la Renaissance. Si on revient à la perspective, quelqu'un parlait de la perspective, c'est une révolution mentale qui a structuré notre modernité, la perspective. La perspective, ça c'est un lieu commun, mais vous ne l'avez pas dit, il y avait très peu de lieux communs ici. La perspective, ce n'est pas du tout la recherche de profondeur. Ce n'est pas ça la perspective. Les artistes préhistoriques déjà maîtrisaient la profondeur. Ils raclaient les parois des grottes, ils estompaient les couleurs, ils détouraient les formes et ils parvenaient à cet effet de profondeur. Non. La perspective, en fait, c'est autre chose, c'est un positionnement philosophique. La perspective mathématique, géométrique, elle vient exprimer cette relation nouvelle entre l'homme et le monde. Le sujet, l'homme, devient ce sujet central et mesureur, c'est-à-dire que le monde s'organise autour de son point de vue. J'y viens, ta remarque, Mathieu. Le monde s'organise autour du point de vue de l'homme, mais le problème, c'est que ce point de vue est relatif. Il est relatif au sujet de la vision. On le voit bien, ce point de vue qui s'abîme vers ces lignes de fuite et qui montre que le monde, finalement, que je croyais détenir entre mes mains, m'échappe. Et c'est tout à fait intéressant parce que finalement on est dans une forme de relativisme, mais ce relativisme de la Renaissance n'est pas le relativisme que nous vivons aujourd'hui et que je qualifierais de général. Aujourd'hui on assiste à une sorte d'effondrement généralisé des valeurs, tout est contesté, tout se vaut, c'est moi d'abord. Finalement, on n'accepte pas qu'il y ait des sachants et d'autres qui auraient peut-être à apprendre. C'est, voilà, que finalement, on ne croit plus en rien, tout se vaut. C'est ce que j'appelle le relativisme général ou le relativisme absolu. Il y a un relativisme à la Renaissance, mais ce n'est pas le même. C'est un relativisme que je qualifierais de perspectiviste. Justement, comme mon point de vue ne peut pas restituer le monde à lui seul, en tant qu'isolé, il n'a pas de sens. Il y a cette nécessité de rentrer dans une pluralité de points de vue. Il y a cette nécessité de croiser les différents points de vue pour rapprocher cette vérité que je ne posséderai jamais. Justement, il n'y a pas cette approche dogmatique de la vérité à la Renaissance. Au contraire, d'où l'humanisme de cette approche. Le mythe d'Actéon, d'ailleurs, nous le montre. Ce chasseur, justement, qui est un chasseur de la vérité, finalement, eh bien, il finit par se faire dévorer par sa propre meute, ce qui montre bien que si on veut la posséder, cette vérité, eh bien, c'est le contraire qui advient. C'est elle qui nous possède, finalement, c'est elle qui nous dévore. Alors, tout ça pour dire quoi ? Oui, petit à petit, il y a cette déchirure donc, qui s'opère entre l'homme et le monde, entre un sujet et un objet. On perd cette harmonie profonde qu'il y avait entre l'homme et la nature. Il suffisait, comme chez Saint-Augustin, que l'homme rentre dans les profondeurs de son intériorité pour avoir l'impression de communier avec le monde. Non, il y a une déchirure. L'homme devient de plus en plus ce sujet qui est en face de lui un objet. Il rêvait être le roi du monde, il se trouve être nié par le monde. Et effectivement, c'est annonciateur des Lumières et du cogito cartésien, où le je, J-E, n'est plus qu'une puissance du doute et de la suspicion, bien sûr. Jules II était un des grands mécènes, le pape. La religion a vu d'un bon œil cette Renaissance, elle l'a vécu, subi, elle y a trouvé son intérêt, ou alors elle a vu quelque chose de dangereux arriver. Oui, c'est quand même très contrasté, parce que le tribunal de l'Inquisition était encore en exercice à l'époque, même s'il vit ses derniers feux, on va dire, mais on sait qu'un Giordano Bruno, par exemple, voilà, est mort. C'est mort. 7 ans dans les geôles.
Comment? Avant de mourir, il est passé 7 ans dans les geôles. Oui, 7 ans. C'est-à-dire qu'il a quand même eu 7 ans pour désavouer son œuvre, finalement. Il faut avouer le courage de ce personnage qui disait que la postérité se souviendra de vous en mal, bien sûr, et m'honorera, parce que, quelque part, j'ai raison. Mais bon, en même temps, il faut être honnête, c'était quand même très audacieux, son œuvre. Son œuvre était très audacieuse et bon, il y avait plein d'éléments techniques sur le plan théologique qui ne pouvaient pas être acceptés et qui étaient tout à fait, qui remettaient en cause en fait, oui, le dogme théologique, c'est sûr. Le premier avant Galilée qui dit qu'il y a un univers. Tout à fait, oui, c'était un visionnaire. La pluralité des mondes, l'univers infini, tout à fait, c'était un visionnaire. Parce que tout ce qu'il a entrevu justement par ces vertiges fantasmagoriques de son imagination, ça a été confirmé par la science. Effectivement. Oui, lui, ce qu'il voulait créer, c'était la religion de l'amour, finalement. La religion de l'amour. Instituer une nouvelle religion, créer des liens entre les hommes, sachant que, oui, il y a une forme de panthéisme chez Bruno. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la nature a ce statut d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et se couper de la nature, quelque part, c'est risqué d'être complètement démembré, hein, comme Osiris, finalement. C'est un voyage, la Renaissance, c'est un voyage, on voit bien d'où il vient, mais où il va, où il avait l'envie d'aller, ou la perspective justement d'aller, ce voyage. C'est-à-dire, ça suppose que les acteurs étaient tout à fait conscients, mais c'est sûr que si on prend les utopies de la Renaissance, il y avait cette envie de créer un monde meilleur. Hein, il ne faut pas oublier qu'un Thomas More, par exemple, il vient d'une Angleterre qui est tout à fait inégalitaire. Et il a cette audace dans son utopie. Ça a bien changé, puisqu'il y a les 6 plus riches qui ont l'équivalent de 13 millions d'Anglais actuellement. Tout à fait. Mais il a quand même cette audace parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, d'imaginer une société plus juste, plus solidaire. Il y a un idéal communautaire qui est mis en avant. Il essaye même d'imaginer une sorte d'égalité parfaite entre les hommes et les femmes. C'est très fort pour l'époque. Et ce qui est très fort aussi et qui peut nous inspirer aujourd'hui, c'est que chez lui, la liberté n'est pas un bien individuel. La liberté, c'est une responsabilité collective. Et Dieu seul sait que ça nous parle, ça doit nous parler aujourd'hui, alors qu'on vit trop souvent à l'ère de l'hyper-individualisme. Voilà, enfermés souvent dans nos égoïsmes, enfermés dans cette tyrannie du temps présent qui nous empêche d'être responsables à l'égard de l'avenir. Et les humanistes de la Renaissance nous enseignent qu'il faut avoir cette capacité dans nos projets, dans nos utopies, à se projeter sur un temps long. Parce qu'être responsable de l'avenir, finalement, c'est quoi? C'est prendre en considération les conséquences de ces actions et de ces omissions. Et à ce titre, d'ailleurs, on peut se demander ce que nous allons laisser aux générations futures. On peut se demander s'il est moralement acceptable, par exemple, de leur laisser un environnement dégradé, des déchets nucléaires, une dette publique de plus en plus importante. Et d'ailleurs, cette question de la responsabilité à l'égard des générations futures, elle n'est pas neuve. Elle n'a pas commencé avec Greta Thunberg, parce que je crois qu'elle est très ancienne. C'est bien sujet. Oui. Déjà, Thomas Jefferson se posait la question de savoir s'il ne fallait pas que les lois soient soumises à l'approbation de chaque génération, parce que c'est finalement de leur avenir qu'il s'agit. Et donc, oui, cette capacité à vouloir changer le monde de manière positive. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'homme a une foi extraordinaire en lui. Il croit qu'il est venu sur Terre pour y laisser des traces et qu'il va le transformer, ce monde, de façon positive. Et le corollaire de cette foi en l'homme, c'est une audace extraordinaire qui n'arrête pas de me surprendre. Et je pense que cette audace, c'est Isabelle, la catholique, qui l'a résumé le mieux. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. Elle s'était adressée à Christophe Colomb la veille de son voyage. Elle lui avait dit, je cite de mémoire, va devant toi. Et si le monde que tu cherches, si le monde que tu cherches n'existe pas encore, Dieu le fera surgir pour toi d'une heure afin de justifier ton audace. C'est magnifique, c'est typiquement Renaissance, on va vous dire, mais ça entraîne. Hein. Quand je vous parlais d'un programme d'action, ça donne de l'énergie. Non mais voilà, il y a cette foi, il y a cette audace, il y a cette foi dans le progrès. Ça, et s'il y a quelque chose à se réapproprier, c'est bien ça. C'est bien ça le progrès. Ah mais oui. Et tu penses qu'il faut se le réapproprier?
Évidemment. Et pourquoi? Là, tu me cherches. Ouais. C'est la troisième partie de notre moment. On est en train d'échanger là ou je suis en train de rebondir sur les préjugés? Là, tu répondis, mais il n'y a plus que 2-3 trucs. Donc, mais je reviendrai sur le progrès. Oui, moi je vais dire quel progrès. Oui. Quel progrès? Il ne faut pas parler du progrès là? Si, mais de quel progrès on parle? C'est plutôt ça la question. Oui, c'est à la Renaissance, on le voit bien. C'est un pari sur l'avenir. Ah. C'est un pari sur l'avenir, forcément. Mais ce que j'appelle progrès, c'est cette traversée de l'inconnu. Il n'y a pas de certitude, bien sûr. Ça, on est d'accord. C'est cette traversée de l'inconnu, c'est l'incertain, c'est l'imprévisible. Mais c'est cette capacité à traverser ces temps d'incertitude avec foi. C'est se dire que nos innovations techniques, technologiques ne vont pas conduire l'humanité aux pires catastrophes, mais qu'elles peuvent quelque part concourir au bien commun. Donc il y a cet élan, il y a cette foi. Alors ce qui est très intéressant, c'est très important de croire au progrès. Pourquoi? Parce que finalement c'est croire en l'homme. Croire au progrès, c'est croire en l'aventure humaine. Si on ne croit plus au progrès, nos actions n'ont plus de sens. Et finalement on cède à l'insignifiance, on cède au désenchantement, et surtout on libère toutes nos peurs. Donc je pense que c'est vraiment, même si cette idée de progrès a vécu, mais enfin il faudrait quand même continuer à réfléchir sur des bases nouvelles en mettant peut-être l'homme au centre. Il faudrait repenser cette idée de progrès. Alors ce qui est tout à fait intéressant à la Renaissance, c'est qu'on a deux visions du progrès. On a une vision technique, avec Francis Bacon, par exemple, qui est le premier d'ailleurs à utiliser le progrès dans son sens moderne, c'est-à-dire que le progrès n'a pas seulement le sens d'une progression spatiale, comme le suggère l'étymologie latine, mais on a une progression temporelle. Et la nouvelle Atlantide, qui est l'utopie scientifique de Francis Bacon, elle est toute tournée vers l'avenir. Il va imaginer une société qui est gouvernée par un collège de savants qui vont faire en sorte de faire reculer les bornes de l'Empire humain, comme il dit, pour servir l'homme, pour améliorer la condition humaine. Donc sens technique du progrès. Et parallèlement, on a un sens plus moral, avec un Michel de Montaigne, justement. Donc pour lui, le progrès, c'est le chemin de la vertu, c'est le chemin d'un accomplissement spirituel. Et je pense que c'est très important de repenser le progrès sur la base d'une union entre technique et morale. À quoi bon un progrès qui ne profite pas à tous, semblent nous dire les penseurs de la Renaissance. Donc il faudrait redevenir progressiste dans le sillage des humanistes de la Renaissance, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de signes positifs et il faut y être attentif, c'est très engageant. Transformer peut-être nos grandes conférences Tech for Good en Tech for What ou Tech for Why, qui seraient des pensées bien plus humanistes et bien plus de la Renaissance. Je vais suspendre notre conversation pour que tu puisses un peu te rasséréner avec de l'eau, et puis pour ouvrir un échange peut-être sur le progrès. Est-ce qu'il ne faut pas, à ce moment-là de notre histoire, là, parler de quel progrès pour le XXIe siècle en tout cas. Notamment, tu positionnes l'homme au centre de toute chose, à la Renaissance c'était ça. Est-ce que l'homme au centre de toute chose, tu as assez de croyances pour qu'il nous amène dans un demain qui ne soit pas explosé? C'est une question que tu me poses. Oui. Non, tout à fait. Bon, ça va vous faire plaisir, mais moi je milite pour l'utopie. Oh non! Donc vous n'êtes pas trompé d'inviter quelque part. Oui, c'est un petit peu convenu, je sais. Tu n'as pas fait preuve d'audace. Mathieu. Il y a Zemmour qui vient la semaine prochaine. Ah bon, Et Patrick Zemmour. Oui. C'est-à-dire que c'est important de construire de nouvelles utopies et je pense qu'on a énormément de choses en chantier. Enfin, on peut prendre énormément d'exemples, rien que l'utopie numérique, qui était une très grande utopie au départ, mais qui aujourd'hui, il faut bien reconnaître, a déçu et a libéré énormément de forces négatives. Et donc je pense qu'il y a une urgence, au-delà des règles, de repenser notre utopie numérique. Voilà, sachant qu'au départ, il s'agissait quand même de lutter en partie contre le totalitarisme et contre les masses médias et de multiplier les sources d'information justement pour consolider les systèmes démocratiques. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, très souvent, trop souvent, notre espace numérique porte des coups de butoir féroces contre nos systèmes démocratiques et contre des libertés chèrement acquises. Il suffit de prendre l'exemple de la société Cambridge Analytica qui avait œuvré pour Trump et en faveur du Brexit et qui avait profilé les gens pour mieux cerner leurs peurs individuelles, mieux leur envoyer
voilà, des publicités appropriées. Et donc je pense que nos espaces numériques sont le lieu, certes, de tous les possibles, mais aussi de tous les dangers. Il faudrait être très très vigilant. Et là, il y a une grande utopie qui nous attend et qui est à construire, qui est à reconstruire. Mais on pourrait prendre plein d'autres exemples, enfin, avec le monde tel qu'il tourne aujourd'hui, et je ne sais pas s'il tourne tout à fait rond. Je ne sais pas, il faudrait imaginer, et c'est dans l'air du temps, les rencontres de Royaumont, avec de grands dirigeants qui vont discuter sur le fait de savoir si le capitalisme peut être plus responsable. Et là aussi, il y a énormément de choses à imaginer. Et de fait, c'est vrai que le capitalisme, aujourd'hui, pour les 10-15 ans à venir, ne nous propose pas de récit fédérateur, mobilisateur en termes de progrès social et d'émancipation, que de choses à construire, alors que les inégalités deviennent de plus en plus croissantes à l'intérieur des pays. Enfin, je ne sais pas, vous avez sans doute vous-même énormément de choses à dire sur le sujet. Moment de discussion, exactement. En quoi ça résonne, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, avec des interrogations? Bonjour. Moi, je suis très impressionné par ce que vous avez dit. Ça donne énormément de sens et d'écho. Moi, je suis parisien. Tout ce que, dans l'ensemble, en fait, il y a deux choses, deux qui font écho pour moi. C'est autant par rapport à aujourd'hui qu'à l'époque de la Renaissance, pour ce que j'en connais. On a beaucoup parlé de progrès, on a parlé du fait que ces personnes voulaient créer un monde meilleur. En tout cas, ceux qui avaient les moyens d'agir, en tout cas, souhaitaient créer un monde meilleur, ce qui semble être le cas de, je pense, certaines personnes autour de nous, ou globalement quelque chose qu'on sent monter dans la société, je dirais, civile aujourd'hui. Il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à cette époque qui les a freinés, comme en tout cas c'est un sentiment personnel, comme j'ai l'impression aujourd'hui que certaines initiatives sont freinées. Il y en a qui sont liées à la démocratie, il y en a qui sont liées à des modes d'habitat ou de communautés différentes. Ça, c'était la première. Et la deuxième, qui, quelque part, j'espère, ou je pense, n'a pas un lien, c'est par rapport aux Médicis, qui, si pour le peu que j'en ai compris, avait une puissance financière astronomique, qu'on peut plus ou moins comparer au marché des actions dans le monde aujourd'hui, qui est bien plus puissant que celui de nos banques personnelles. Et je me demande, est-ce que quelque part on n'a pas un lien heureux à faire à l'époque, c'est-à-dire qu'ils avaient dépensé autant d'argent et que aujourd'hui, comme vous le disiez, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux puissances, le fait qu'à l'époque ils ont eu une renaissance très positive parce que des gens qui avaient énormément d'argent ont dépensé quasiment tout ce qu'ils avaient pour du beau, de la technique ou autre chose, alors qu'aujourd'hui on est dans le cercle où l'argent n'est investi que pour en créer ou en fabriquer encore plus. C'est les deux aspects qui, moi, font écho pour moi et me touchent. En tout cas, bravo pour la présentation, ça m'a impressionné. Merci beaucoup. Les Médicis, ils payaient des comptes de tiers pour aller choper Gênes et pour aller choper Pisa. Il n'y avait pas non plus que des Raphaël qui étaient subventionnés par les Leur frein, je ne sais pas, j'imagine que leur frein finalement n'était pas assez éloigné des nôtres quelque part. Quand je pense à ce malheureux Kepler, eh bien, je sais qu'il avait énormément de soucis d'argent. Le dogme. Par la religion. Oui. Et donc, voilà, à part les très très grands artistes qui trouvaient facilement des sources de financement, je sais qu'un Kepler, qui pourtant Dieu seul sait que c'était un génie, eh bien, a vécu dans la misère la plus noire et a passé sa vie à frapper à diverses portes pour trouver des sources de financement qu'il avait du mal à trouver. Et que voilà, il devait faire des petits boulots pour pouvoir financer l'impression de son œuvre géniale. Donc voilà. Et
Gutenberg aussi a eu d'énormes difficultés. Hein. Il se positionne comme un entrepreneur auquel on peut s'identifier aujourd'hui. Et le gros de son travail aussi a été de trouver un associé convenable et d'aller en quête de financement pour pouvoir réaliser cette machine si coûteuse. Elle était interdite à Paris pendant un certain temps, quand elle est arrivée. Oui, les autorités ont interdit l'imprimerie pendant des dizaines d'années, justement. Oui. Et Socrate disait que l'écriture, c'était horrible, non? Les copistes avaient lancé la rumeur, mais c'était leur intérêt, que la couleur rouge était le sang même du diable. Et que donc, c'était une invention du diable, finalement. Et puis, oui, bon. Oui, pour passer de l'analyse de la Renaissance à la projection vers le futur, est-ce qu'il y aurait quelque chose à trouver en cherchant du côté de la différence de sens entre le mot français et le mot italien? Renaissance et Risorgimento. Ils ne veulent pas dire la même chose. Oui. Risorgimento, c'est plutôt ressourcement ou rejaillissement et pas renaissance. Oui. Est-ce qu'on aurait quelque chose là, d'après vous, à chercher qui nous permettrait de donner à la Renaissance le sens plein que nous cherchons à nous donner pour envisager le futur en y plaçant toutes nos utopies? Oui, c'est une belle remarque finalement, et vous avez raison, il faudrait... les deux termes se complètent, on a autant besoin de l'un que de l'autre. Je vous remercie pour cette remarque. Mais en fait, ce que nous enseignent les hommes de la Renaissance, c'est qu'il est impossible finalement de se projeter vers l'avenir si on ne se ressource pas au passé. Si on perd notre mémoire, si on perd le sens de l'héritage et le sens du passé, on est vraiment prisonnier de notre présent. On perd de vue une trajectoire, on perd de vue cette possibilité de renaître. Mais cela dit, la Renaissance, au-delà de la période historique, je pense que nous sommes tous appelés à vivre une nouvelle Renaissance, que chaque génération en permanence est appelée à vivre une nouvelle Renaissance. Et si on faisait cet exercice de pensée ensemble, je ne sais pas, si on projetait un homme de la Renaissance aujourd'hui et qu'on le mettait derrière un écran Internet, mais qu'est-ce que nous dirait cet homme-là? Il nous dirait, mais la Renaissance, c'est vous. Évidemment. Évidemment. Donc, ça, c'est très important. Je pense que aujourd'hui, nous avons tout techniquement. Il faut en être bien conscient pour vivre une nouvelle Renaissance. Il suffit de prendre l'exemple de l'économie de la connaissance, dont les ressources sont infinies. Nos techniques de communication permettent de multiplier l'intelligence, de valoriser les savoirs, de les mettre en perspective. Et ça, il faut bien voir, c'était quand même un rêve de la Renaissance. C'est fascinant. Nous avons réalisé leurs rêves les plus fous. Mais voilà, nous avons la technique, mais il nous manque un peu plus de sens, de repères éthiques, de valeurs humanistes pour vivre aujourd'hui pleinement une nouvelle Renaissance. Ce sens du passé aussi. Et c'est quand même vertigineux de penser que nous serions à la veille de vivre une nouvelle Renaissance, à condition de la vouloir, de la désirer, de la conquérir, de retrouver cette capacité à se projeter sur un temps long et d'être responsable de l'avenir, en fait. Pour rebondir sur ce que vous disiez, toujours par analogie, ce que je trouve particulièrement intéressant et qu'on est peut-être en train de retrouver à l'heure d'aujourd'hui, c'est finalement cette capacité qu'il y a eu à la Renaissance de pouvoir s'affranchir du schéma mental majoritaire et dogmatique qui existait et de prendre la liberté par rapport à ça. J'ai le sentiment, en tout cas je caresse l'espoir, qu'on est dans une position similaire à l'heure d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs plus dictée en ce qui me concerne par notre descendance que par nous-mêmes, qui prévoit d'ailleurs, qui induit un effet boomerang en nous disant réveillez-vous et regardez ce que vous avez fait, et qui pourrait quelque part nous donner les moyens effectivement d'assimiler, comme vous le faites et comme c'est l'objet de vos études, sur des périodes finalement longues en termes de quelques années de distance, mais somme toute assez similaires, parce qu'elles ont le point commun, l'absence de repères, ou une perte de repères. Et vous évoquiez un autre terme qui paraît particulièrement important en ce moment, c'est que finalement la notion de responsabilité n'est-elle pas porteuse en elle-même de cette vision dans le futur? Voilà, c'est une question que je pose. Oui.
Je dois réagir? C'était une question? C'est un partage. Ah, c'était moi. Je pensais que c'était moi qui avais une question. Oui, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Vous avez raison, j'apprécie beaucoup votre intervention. Et c'est vrai qu'il y a ce sens de la responsabilité de l'homme à l'égard de son semblable et de son environnement. Tu permets, Mathieu, de revenir à la Mirandole un petit peu. Toi qui l'as cité en début de séance. Et alors, Pic de la Mirandole, c'est fascinant. Je ne sais pas si vous connaissez son fameux texte de la dignité de l'homme. C'est un petit opuscule, mais il faut le lire. Et alors, c'est Dieu qui est en train, en fait, de créer le monde. Et donc voilà, il crée les espèces, les humains. C'est classique, ça commence classique. Oui, de toute façon, un peu classique, c'est un petit peu le livre de la Genèse. Et voilà, il crée les oiseaux, il crée un thème. Et quand il arrive à l'homme, c'est drôle, excusez-moi, je ris. Non, mais Dieu est complètement désemparé. Il est complètement désemparé, il est à court d'idées, il se dit qu'est-ce que je vais faire de cette créature, quelle forme je vais bien pouvoir lui donner. Et là, je dois reconnaître, malgré mon génie infini, que je suis à court d'idées. Et donc finalement, ce qu'il fait, Dieu, eh bien, il décide de créer l'homme, comment? Tenez-vous bien, sans forme. Sans forme, et il lui tient un discours pompeux en disant, écoute, toi, homme, finalement, tu as un statut à part, je ne pouvais pas faire de toi, de faire cette infamie, comme toutes les autres créatures, de te donner une forme en particulier. J'ai décidé, voilà, pour te rendre hommage, parce que tu es une créature tout à fait exceptionnelle, de te créer libre, de te donner toi-même ton propre visage, ta propre forme, de l'inventer. Je te crée libre. Et alors, il faut savoir que les transhumanistes de la Silicon Valley ont bondi sur ce texte pour légitimer leur démarche, évidemment. Voilà, c'est Pic de la Mirandole qui donne toutes ces lettres de noblesse à notre approche ultra-technologique, alors qu'en fait, inutile de vous dire qu'ils ont complètement détourné la pensée d'un Pic de la Mirandole. Donc, c'est vrai qu'il a été créé libre, mais à charge pour l'homme, justement, et c'est là où on retrouve la notion de responsabilité, de récapituler en lui, de porter en lui, et de lier en lui l'univers entier. Donc dès le départ, ça c'est au cœur même de l'humanisme, on retrouve cette notion de responsabilité. Vis-à-vis de son semblable, créer du lien en permanence. D'ailleurs, l'homme en lui-même, seul ne fait pas sens, il ne prend corps et substance que dans sa relation à l'autre, en fait. Il y a vraiment une philosophie de la relation très puissante à la Renaissance. Et évidemment, l'univers entier qui est à sa charge et dont il est responsable. On ne peut pas penser l'un sans l'autre. On ne peut pas penser l'homme sans la nature. Ça ne fait pas sens. L'homme faisant partie intégrante de la nature. Merci. Alors, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une différence, moi, qui m'apparaît entre la Renaissance et notre époque. C'est justement sur cette idée d'ouverture du monde et de progrès technique. J'ai l'impression que la Renaissance était une époque où le monde s'ouvrait, les grandes découvertes, le cosmos, etc., la science, etc. Et on pouvait avoir cette espèce de certitude que ce progrès allait forcément amener du mieux. Et aujourd'hui, finalement, peut-être qu'on peut avoir cette impression que le monde se referme, qu'on trouve ses limites physiques, ses limites géologiques, et que le progrès, attention, pas n'importe quoi, il peut se retourner contre nous. Ah oui, d'accord. Perception quasi topographique de nos possibles se referme avec les limites qu'on s'est découvertes. Déjà, un grand merci pour cette intervention. Et je rebondis du coup sur les deux dernières questions ou interventions sur ce thème de responsabilité. On est en ce moment, il y a la COP25, il y a justement cette question sur les générations futures. Est-ce que, ce qui est préconisé pour le moment, est mis en place des leviers ultra, on va dire un solutionnisme technique, avec des puits carbone, avec une efficacité finalement. Est-ce que quand on parle de responsabilité sociétale, est-ce que la vraie responsabilité, c'est pas une responsabilité créative? Parce que personnellement, pour les années à venir, me dire que je me concentre exclusivement sur consommer moins d'énergie et peut-être, je ne sais pas, ça ne me fait pas rêver. Parce que le changement de regard sur le monde ne commence pas à changer le monde. Bien entendu, on est toujours aussi ridicule dans une voiture électrique dans un embouteillage.
merci pour tout ce que vous nous partagez ce soir. Il y a un des thèmes là qui a été soulevé, que vous n'avez pas développé, c'est est-ce que la Renaissance n'est pas un moment où aussi, in fine, on réenferme la femme, avec en particulier quand même tout ce qui a été les suites du Concile de Trente et tout, et donc quelle est pour vous la place de la femme dans la Renaissance? Et du coup, est-ce que c'est pas l'inverse qu'il faut faire aujourd'hui? Moi, j'ajouterais moi ma question. Tu as parlé beaucoup des hommes de la Renaissance. Est-ce qu'il y a des femmes de la Renaissance? Et si oui, tu peux nous dire leur nom, s'il te plaît. On s'en souvient. Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu parles des hommes de la Renaissance depuis le début? Est-ce qu'il y a des femmes de la Renaissance? Si oui, est-ce que tu peux déclamer leur nom, qu'on s'en souvienne à partir de maintenant? C'est pas le fort peut-être de la Renaissance. C'est vrai, je ne me cache pas que je n'ai pas trop travaillé sur cet aspect des choses. Il faudrait que je m'y penche. Mais je vous parlais déjà de ces prémices de recherche d'égalité chez Thomas More entre l'homme et la femme. Bon, la femme a toujours été une grande inspiratrice, c'est vrai, une muse, un modèle. D'un point de vue politique, on ne peut pas dire qu'elles étaient absentes. C'est souvent elles qui détenaient les rênes du pouvoir aussi. Et on dit, et c'était particulièrement vérifié à la Renaissance, que derrière chaque grand homme, il y a essentiellement une grande femme. Donc elle n'avait peut-être pas les mêmes droits que les hommes, mais elle n'en était pas moins présente et active et inspirante pour autant. Voilà ce que je pourrais dire. Mais c'est vrai que je ne voudrais pas vous donner l'impression, à travers mon intervention, que je présente la Renaissance comme un temps idéal auquel il faudrait complètement adhérer. Ce n'est pas du tout mon objectif. C'est un temps de lumière, mais c'est un temps aussi très 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 sombre. Voilà, on pourrait reparler rapidement des guerres atroces de religion, comme Michel de Montaigne, justement, jugé de façon très dure par un silence philosophique, qui était une forme de renvoyer dos à dos les différents protagonistes. Et on pourrait dire effectivement que les guerres de religion sont tout à fait contraires à tout ce qu'on vient de se dire ici, tout à fait contraires à l'esprit de la Renaissance. Bien sûr, mais c'est un idéal qui nous porte. Voilà. En conclusion, pour répondre aussi aux deux questions, quel est le changement de regard qu'il faudrait à notre siècle, dans un siècle où on a découvert les limites du monde physique, qui pourrait peut-être préfigurer, si ce n'est d'un nouvel humanisme, au moins d'une nouvelle renaissance? Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est-à-dire que je disais qu'on avait en fait réalisé le rêve finalement des hommes de la Renaissance. Ça, c'est important de le dire, bien qu'on l'ait un petit peu dévoyé ce rêve, parce que finalement en fait on a réalisé qu'une partie de leur rêve. On est trop allé dans le sens de la technique et pas suffisamment dans le sens de la magie, je reviens, du lien, du nexus. Nous sommes hyper connectés aujourd'hui, mais nous ne sommes pas assez liés. Et on réalise que trop souvent, justement, notre société de l'information, qui est hyper connectée, est dans une indifférence morale totale face aux grandes tragédies du monde. Et donc voilà, il y a ce risque que l'hyperconnexion fasse de nous des spectateurs complètement désengagés face à ce monde qui n'est plus qu'une scène de théâtre, quelque part. Et c'est là où l'humanisme garde toute son actualité et son mordant. L'humanisme nous interpelle aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas une doctrine, ça se présente à nous comme un défi, il nous interpelle aujourd'hui au cœur même de nos vies, et voilà, il nous amène à réfléchir sur ce qu'est l'homme, ce qu'est l'humain. Et une fois que nous aurons apporté un semblant de réponse, qu'est-ce que cela engage? C'est surtout ça. C'est ce programme d'action que nous devons définir ensemble. C'est vraiment, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne me présente pas, je ne me positionne pas comme un gourou. Je ne viens pas avec une sorte de livre blanc secret avec 5 petits points qui vont nous permettre vraiment ensemble de bâtir un monde meilleur et que je vous vendrai à prix d'amis, évidemment, à prix préférentiel. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de recette. Quelque part, c'est un petit peu effrayant de se le dire. Il n'y a pas de recette.
Mais toute la grandeur en fait, de l'humanisme est là, c'est que l'humanité, pour eux, n'a pas un sens générique, n'a pas un sens spécifique. Elle reste à conquérir, elle est en avant de nous. Et donc, voilà, ça interpelle. Et les humanistes de la Renaissance, qui étaient de grands questionneurs, eh bien là aussi, ils nous disent, eh bien, posez déjà les bonnes questions et nous serons peut-être dans la bonne voie pour prendre les bonnes directions. Donc, trop de technique et pas assez de magie. Le lien social, en fait, un regain d'imagination. Et je me dis parfois que parmi tous les crimes atroces qu'on peut reprocher aux dirigeants nazis, c'est une idée qui m'est venue dernièrement, je me dis qu'un de leurs crimes finalement, c'est peut-être d'avoir manqué d'imagination. Parce que s'ils en avaient d'imagination, ils n'auraient pas pu dire de tous ces hommes que c'était des unités. Ils auraient vu en eux des mères, des frères, leurs propres enfants. Pourquoi l'imagination, elle peut quand même contribuer à changer le monde et à créer du lien, puisque l'imagination elle-même est la structure relationnelle par excellence. Mais je pense que je prêche des convertis ici en disant ceci. On peut passer dessus très vite. Vous prêchez déjà des philosophes, c'est déjà bien assez suffisant comme ça. 3 questions, ce sont les dernières, je vais te les poser. Une source d'information à laquelle tu as confiance et qui t'inspire. Une source d'information. Ouais, dans le bruit ambiant, dans l'infobésité générale. Bah, je vais te décevoir. Oui, après, ça m'étonnerait. Alors là, après cette soirée. C'est-à-dire que, ouais, je suis un petit peu méfiante par rapport aux sources d'information. Et donc, pour me forger ma propre opinion, je préfère multiplier les sources. Et donc, voilà, je suis abonnée au Monde, mais je peux tout aussi bien lire Le Figaro, et ça ne m'embête pas de lire après Libération. Vous allez me dire qu'il faut du temps. Mais voilà, je me dis qu'à chaque fois, la source ne peut être que partielle et qu'il faut la compléter. Et d'ailleurs, on l'expérimente nous-mêmes quand on discute avec des amis étrangers et qu'on leur parle de la situation dans leur pays. Ils tombent souvent des nues et ils nous disent mais où est-ce que tu as sorti ça? J'ai lu tel journal, etc. Et donc on se rend compte quelque part qu'on peut être terriblement désinformé. Donc voilà, dans le plus pur esprit de la Renaissance, j'essaie de retrouver cet esprit de pluralisme, de croisement, de source. Bien sûr, en tout cas, pas tellement les réseaux sociaux, beaucoup de circonspection. Je les utilise avec sobriété et frugalité. Un livre qui t'a inspiré récemment? Oui, il y en a tellement, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Le dernier. Ouais, voilà. C'est un philosophe espagnol, je pense, Daniel Innerarity. J'espère que j'écorche pas son nom. Le futur et ses ennemis, ça devrait lui plaire aussi. Tu connais? Non. Voilà. Et c'est très intéressant, enfin, il montre que notre société a beaucoup de mal à se projeter en termes de promesses collectives. Et il nous dit que la tâche la plus urgente, finalement, de nos démocraties actuelles, c'est de se réapproprier l'avenir. Ah bon? Donc voilà. L'enjeu des enjeux, pour toi, s'il devait y avoir qu'un seul enjeu, le mettre en jeu, ce serait lequel? Il y a 15 secondes. C'est affreux. L'enjeu, l'unique surtout. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Eh bien, pour te faire plaisir, j'avais prévu une réponse. Celle-là? Non. Non. On prend un café après, vas-y. Non, pour te faire plaisir, eh bien, je parlerai de métamorphose. Ils avaient une exceptionnelle puissance de métamorphose. C'est vraiment l'écheveau qui permet de dérouler toute la Renaissance. On la trouve partout, la métamorphose. Que ce soit en philosophie, que ce soit en art, que ce soit en politique, avec Machiavel. Enfin, c'est quand même, voilà, ils avaient cette fluidité, cette capacité justement à aller de l'avant et à se transformer, et à ne pas se figer sur eux-mêmes, mais sur une identité fermée, avoir cette ouverture au monde finalement et aux autres. Tu m'as fait plaisir, je pense que tu nous as fait plaisir et qu'on peut t'applaudir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Ça fait longtemps qu'on s'était dit qu'on allait faire cette conversation, c'était délicieux. Je pense que l'équipe de l'Institut a vu une partie de toutes nos réflexions sur la raison d'être à travers ce qui s'est passé à la Renaissance. Il y a beaucoup de choses qui ont résonné par rapport à ce qu'on vit dans les labs notamment. Et merci vous d'avoir assisté à cette 12e, les ECG disent 12e édition, même si c'est peut-être la 13e, je ne sais pas. Un très grand merci à Karine, un très grand merci à vous. On vous donne rendez-vous dans un prochain mois pour une nouvelle conversation, un prétexte à suspendre le temps pour se retrouver, pour réfléchir à l'ère du temps, mais pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. Je vous remercie.
Donc ça va être diffusé? Non, parce qu'en fait, la qualité n'est pas très bonne, c'est plutôt pour les gens qui ne pouvaient pas venir. D'accord. Toi, ça t'intéresse? Non, parce que j'ai des copains de lab en fait qui se demandaient si ça allait être rediffusé. Non, en fait, c'est pas diffusé parce qu'en fait, j'ai pas la qualité vidéo pour que ce soit pas la honte. En fait, ni pour elle. Et comment ils font? Ils te la demandent? Honnêtement, oui. Parce que je peux, en fait, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est qu'en fait, je l'ai mis à dispo pendant un mois sur un truc avec un mot de passe. Oui, c'est ça. Et que, tu vois, et que la communauté qui le veulent, je leur donne. C'est pas grave si la qualité elle est nulle, le contenu c'est fou, tu vois. Voilà. Oui, non, mais c'est ça, quand je dis diffuser, c'est ce qu'ils peuvent le rattraper, c'est juste ça. Quoi. Tu peux leur dire de me demander bonjour. Et comme ça, moi je vais faire un lien spécifique et puis je donnerai un mois et au bout d'un mois je l'enlèverai et puis voilà. Faut pas qu'elle sature les réseaux parce que je peux pas laisser trop de vidéos hyper longues saturées si ça sert à rien. Ok, ça marche. Donc tu leur dis? Ouais, je leur dis. Bonjour, ça va? Oui, ça fait longtemps qu'on s'était vu. Je suis passée une fois à une présentation parce que je croyais que la Lab Session et je m'étais trompée, voilà. Et je m'étais trompée. Et donc, la Lab Session